On parle d'un moment où il n'y a pas encore la matière. Même le mot moment, il n'est pas correct. Vu que le soleil va grossir et devenir de plus en plus gros, la trajectoire des planètes vont forcément s'adapter. La particularité d'un trou noir, c'est que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Ils vont eux aussi finir par s'évaporer. Une planète, il y a 4 milliards d'années, qui est arrivée et qui a heurté la Terre. Et ça a créé les océans, les forêts, les déserts. Twitter. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Expansion, le podcast. Je suis Jean-Baptiste, en compagnie de Kylian. Salut JB, très content d'être là. Je vais expliquer, avant de commencer, brièvement le concept de ce projet. On va parler d'astronomie, vous l'aurez compris, dans ce podcast. Mais la subtilité, c'est qu'on va s'adresser à tout le monde. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des grosses bases en astronomie, d'être hyper calé en sciences pour parler de ça. Voilà, le but, c'est qu'on en discute tous les deux. Mais en tant qu'amateur. Voilà, c'est ça. On n'est pas du tout des professionnels, attention. On va parler de la vitesse de la lumière, on va parler des anneaux de Saturne, on va parler de la chaleur de Vénus. De la chaleur de Vénus aussi, de la vie extraterrestre. Et même assez proche. Il n'y a pas besoin de quitter le système solaire pour ça. Ça, on aura le temps de revenir dessus dans un autre épisode. Mais aujourd'hui, commençons par le tout début, le Big Bang. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Donc, on va parler de ça. Ensuite, on va voyager un peu dans l'univers jusqu'à arriver à notre système solaire. Voilà, on a fait le tour de tout. Kylian, je te propose qu'on commence. Allons-y. Bienvenue dans Expansion, le podcast. Alors, Kylian, le Big Bang, il y a 14 milliards d'années, qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Parce que dans l'imaginaire collectif, on imagine souvent le Big Bang comme une grosse explosion. C'est vrai. Il y a plein de manières de le représenter, comme quand il a fait extrêmement chaud d'un coup, que ça a été très très rapide, une espèce de méga explosion. Puisque ensuite, après le Big Bang, donc, on parle de l'expansion de l'espace. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment, il y a 14 milliards d'années ? Concernant le Big Bang, c'est vrai que les gens se le représentent comme un grand boom, effectivement, parce que ça vient du nom. Et si ça vient du nom, c'est parce que je crois que c'était en 1949, dans une émission de la BBC. Il y a un physicien qui n'était absolument pas du tout intéressé par cette idée du Big Bang, pas du tout convaincu, et qui s'appelait Fred Hoyle, et qui était à l'époque enseignant à Caltech, l'Institut d'études technologiques en Californie. Et il se trouve que Georges Lemaître, un physicien belge, a été le premier à émettre la possibilité d'une expansion et d'un point zéro. Ce à quoi en fait le journaliste lui a répondu mais vous partagez cette opinion ? Et Fred Hoyle ne la partageait pas du tout. Il a ricané en disant mais vous imaginez un grand boom comme ça ? Et c'est comme ça que ça a donné le nom Big Bang, par du coup un professeur à Caltech qui n'y croyait pas du tout. Parce qu'avant ça, en fait, est-ce qu'on savait, c'était quoi l'idée que les gens se faisaient quoi en dehors de la religion, pour les. Alors j'allais dire les plus pragmatiques, du coup on va éviter. Alors, il se trouve que le physicien qui est à l'origine de cette théorie-là du Big Bang était un homme de foi. Les gens à l'époque, au début du XXe siècle, juste après 2 guerres mondiales. Ils avaient d'autres préoccupations en général que la physique théorique, l'astronomie, etc. On s'imaginait à l'époque que l'univers était infini. Cette infinité-là se transcrivait dans le temps aussi. Donc cette théorie-là du Big Bang, quand elle est arrivée, elle a un petit peu défrayé la chronique à l'époque, et notamment ce professeur de Caltech qui n'aimait pas du tout l'idée et qui a fini par lui donner son nom, ce qui est assez ironique. Mais comment c'était imagé du coup ? Parce que on parle, souvent il y a des représentations un peu artistiques qui parlent de choses différentes. On parle de singularité, on parle de la matière et de l'antimatière. On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette très courte première phase d'expansion. Il y a une notion en physique qui s'appelle le mur de Planck, qui est en fait une durée qui équivaut à peu près à 10 puissance moins 43 secondes. Donc c'est très très court. Et qui est la durée après laquelle les premières particules ont émergé. Alors quand tu parles de particules, tu parles de matière ? Parce qu'il y a un moment, on parle d'un moment où il n'y a pas encore la matière. Et ce qui est très compliqué finalement d'en parler, même en vulgarisant, c'est que même le mot moment, qui induit un temps, un point donné dans l'espace-temps, il n'est pas correct, parce que l'univers était infiniment petit, infiniment massif, et donc on ne saurait pas donner, si tu veux, un mot précis, ni dire ce qui s'y trouvait finalement. Que ce soit des particules, des protoparticules. Oui, dans tous les cas, on parle de 14 milliards d'années, alors plus précisément 13,7 il me semble. D'après les dernières estimations, oui. On a des méthodes assez
intuitive maintenant, précise, basée sur ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Il a été découvert par 2 ingénieurs, donc pas des physiciens, Penzias et Wilson. Le fond diffus cosmologique, c'est une espèce de captation de résidus de lumière sous forme radio, émise à partir de laquelle on peut remonter dans le temps. Et il est organisé donc avec des points qui sont un peu plus vides et des points où il y a plus de galaxies concentrées qui font comme des bras galactiques composés parfois de centaines de milliers de galaxies. Généralement, en plus, pour ceux qui voient de quoi on parle, on a l'impression de voir l'image d'un cerveau avec des petits neurones, une espèce de réseau neuronal qui représentent en soi on pourrait appeler ça comment, des espèces de secteurs galactiques. Un peu Star Wars quand je dis ça. Ça fait Star Wars, mais c'est pas si loin de la vérité que ça, parce que c'est, comme tu disais, un peu comme un réseau neuronal. Et donc, au même titre que on pourrait regarder une exoplanète sur laquelle on aimerait peut-être faire ses vacances dans quelques millions d'années, quand on pourra y aller, oui. On regarde la lumière émise, reflétée par cette planète, qui met 50 années pour nous atteindre. Et ben là, c'est pareil avec le fond diffus cosmologique. De cette manière-là, si on était sur une planète à 65 millions d'années-lumière et qu'on aurait un télescope assez puissant et qu'on pointerait sur la Terre, on pourrait voir des tyrannosaures se bouffer entre eux, quoi. C'est ça. On pourrait vraiment voir à un temps donné ce qui se passait sur notre planète. Alors, selon la distance. Mais oui, les premiers Néandertals qui faisaient des petites soirées avec les sapiens ou les dinosaures avant, ou les premiers signes de vie encore avant. Même avant, quelle gueule avait la Terre. Ça, de toute façon, on a le temps de revenir dessus. Donc on peut dire que chaque seconde, plus de 1000, une histoire commence dans un univers aussi vaste où tout se passe avec tant d'astres différents, aussi bien que ce soit les planètes, les lunes, que les soleils évidemment avant tout ça, les nébuleuses, les galaxies, les trous noirs, les quasars, tout ça on va avoir le temps d'en parler. Donc du coup, justement, ces fameux bras, ces fameux secteurs galactiques qu'on peut du coup appeler des superamas, et parmi ceux-là, il y en a un qui s'appelle l'Aniakea, qui veut dire paradis incommensurable ou horizon céleste immense en hawaïen, c'est de l'hawaïen. La particularité de l'Aniakea, Andromède et la Voie lactée. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu ce qu'est un superamas Un superamas, c'est donc, comme son nom l'indique, un amas, un très grand amas de galaxies qui, par leur propre force gravitationnelle, s'attirent les unes les autres. De la même manière que les planètes vont tourner autour de leur étoile, est-ce qu'on peut parler d'une espèce de centre ? Je pense qu'il y a des parties en fait dans le superamas où en fait l'interaction gravitationnelle fait que plusieurs galaxies peuvent être dans leur voisinage, dans le voisinage des autres. Mais après, autour d'un point... Après, c'est plus des collisions qu'il y a. D'ailleurs, Andromède et la Voie lactée rentreront un jour en collision. Oui, en 4 milliards d'années. Bon, dans tous les cas, ça reste des distances beaucoup trop peu compréhensibles pour nous. Concevables, en tout cas. Et donc, il faut savoir que dans ce genre de galaxies, comme la Voie lactée ou Andromède, on peut compter 300 milliards d'étoiles avec bien plus de planètes. Ce qu'on pourrait appeler la bordure extérieure de la Voie lactée, dans ce qu'on pourrait appeler la bordure extérieure, dans un petit bras un peu à l'extérieur, il y a un système solaire, c'est le nôtre. Oui, on est en banlieue. Ouais, on est en banlieue, on arrive au système solaire. Oui. Avec, comment je pourrais dire ça de manière poétique, le roi soleil, notre roi soleil, le soleil, qui n'est pas si gros que ça, qui est un peu un nain par rapport aux autres étoiles qui existent dans l'univers. C'est pour ça qu'il fait partie de la catégorie des naines jaunes. C'est ça. Il y a plusieurs catégories de soleil en fonction de leur masse, de leur taille. Ils n'ont pas des vies différents, ils ne chauffent pas de la même manière. Le processus de fusion qui a lieu dans leur cœur n'est pas tout à fait le même suivant la masse du soleil, des étoiles, pardon. Et donc voilà, le nôtre c'est une naine jaune qui nous éclaire depuis et nous chauffe depuis maintenant 5 milliards d'années. C'est son âge, qui en est à la moitié de sa vie d'ailleurs. Et qui en est à peu près à la moitié de sa vie. Alors tu me parlais de 7 millions, en 7 millions d'années ça serait du coup la fin. 7 milliards putain, oui. On serait déjà dans la merde. 7 milliards autant pour moi. Oui, parce que et en plus il y aurait des fins différentes par rapport au type d'étoile. Une naine jaune par exemple ne va pas devenir un trou noir, un quasar ou quelque chose comme ça. Et il est trop petit du coup pour ça. Ça concerne peut-être plus les super géantes bleues ou alors les géantes rouges. Ou alors après le soleil va devenir une géante rouge en soi. Donc du coup non, mais y a d'autres étoiles comme Antares par exemple qui sont beaucoup plus massifs que notre étoile. Après leurs longues années d'existence vont
s'effondrer sur elles-mêmes et à tel point qu'elles vont créer ce qu'on appelle une singularité gravitationnelle, qu'on appelle plus communément trou noir. La particularité d'un trou noir, c'est que l'espace est tellement comprimé, et l'espace-temps ne forme qu'un espèce de tissu, un espace géométrique dans notre univers. Ils sont tellement comprimés lors d'une singularité comme celle-là que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Alors on sait depuis Stephen Hawking qu'ils vont eux aussi finir par s'évaporer. Donc beaucoup plus longtemps que la vie d'une étoile, finalement. Ce seront les derniers astres, les derniers géants de l'univers. On parle d'une échelle de temps qui est démesurée, c'est-à-dire qu'on peut pas... On parle de trillions, de trilliards. De trilliards d'années, ouais. Ouais. Déjà, quand on parle de l'échelle de temps de notre planète ou de ouais, notre complètement. étoile, Complètement. c'est complètement dingue. Mais si on comparait l'échelle de temps par rapport à cette fameuse ère des trous noirs, nous, on en est, mais à... L'univers n'existe depuis même pas une seconde. Ouais, là, on est vraiment très très proche. Ouais. C'est la préface un petit peu. Mais oui, et donc du coup, donc ça on est l'ère des trous noirs, on a le Big Rip aussi. C'est quoi le Big Rip en fait ? À un moment, de par des matières et des énergies qui sont issues de cette matière qu'on appelle l'énergie noire et la matière noire, qui sont aujourd'hui théorisées, mais pas forcément éprouvées. L'univers, qui est en perpétuelle expansion, va s'étendre, et qu'un jour, il va comme se déchirer. La fabrique, le tissu, même de l'espace-temps, va se déchirer. Je pense que si on voyait ça aux premières loges depuis la Terre, on pourrait voir ça comme une espèce de grande faille qui s'avance, toute noire, comme un trou noir finalement, mais qui annihilerait tout sur son passage. Et c'est pas... une théorie qui m'enchante, c'est sûr. Enfin, après, moi je serais plus là, mais c'est pas une théorie qui me convainc. Bon, on va retourner un peu dans le système solaire. On parlait justement du Soleil. Donc il lui reste 5 milliards d'années. Il y aura tout un épisode consacré à ça, mais on peut quand même s'attarder, prendre 2 minutes là-dessus pour s'y attarder. Du coup, une naine jaune, qu'est-ce qui va concrètement se passer en ce qui concerne la taille du Soleil, et puis qu'est-ce qui va se passer par rapport aux autres planètes, parce que donc vu que le Soleil va grossir et devenir de plus en plus gros, la trajectoire des planètes vont forcément s'adapter en fonction de ça. Il y a plusieurs choses à savoir. Parce qu'on sait qu'il y a des planètes qui vont y passer quand même à cause du fait que le Soleil grandisse, peut-être même la Terre. Peut-être même la Terre. Ce qui est sûr, c'est que quand le Soleil deviendra une géante rouge et qu'il occupera un rayon, un diamètre d'à peu près 200 fois son diamètre actuel, il y a une petite théorie selon laquelle si jamais la planète Terre conserve un semblant de champ magnétique, avec le champ magnétique, ça pourrait progressivement la pousser. du coup. Mais bon, j'en sais rien. Mais on peut pas le vérifier donc. Mais ce qui se passe dans notre Soleil, c'est une réaction de fusion. Dans nos centrales nucléaires, on en est à la fission. Là où 2 atomes sont ouverts dans nos centrales, eh bien, ils fusionnent dans le cœur du Soleil. L'hydrogène, c'est l'élément le plus commun de notre univers, simplement parce que c'est l'élément le plus léger, le plus simple finalement. Ça, c'est le genre d'expérience qu'on essaie de reproduire dans les accélérateurs de particules comme au CERN ou quoi. En fait, si on essaye de faire collisionner, d'entrer en collision des particules, c'est pour essayer, comme ils l'ont fait avec le boson de Higgs par exemple, c'est pour mettre au jour en fait des sous-particules, entre guillemets. On va pas expliquer le boson de Higgs dans ce podcast, je viens de le dire. Non. Peut-être, d'où l'intérêt de préciser qu'on... C'est un épisode 7. Peut-être dans l'épisode 7, ouais. Épisode où on va dire des trucs très très compliqués. Ouais, moi, du coup, Halloween peut-être. Donc, du coup, moi non Halloween. Bah ouais, ça fait peur, je pense. Ah On va vous parler de tas de les trucs chiffres complètement dingues. C'est vrai que ça fait peur. Bah, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Dans le Soleil, en fait, il y a une fusion d'hydrogène. Cet hydrogène crée de l'hélium, donc un élément plus lourd au centre du Soleil. Plus l'hydrogène se raréfie, plus l'hélium augmente, et quand le Soleil n'aura plus d'hydrogène et d'éléments légers comme celui-là à fusionner, et bien il va fusionner des éléments encore plus lourds. Et ça, c'est justement ce qui va le faire grossir de plus en plus sur plusieurs milliers d'années. Les réactions de fusion font que notre étoile, elle ne s'effondre pas sur elle-même pour le moment. Et quand il fusionnera des éléments de plus en plus lourds, c'est un sujet bien documenté, le cycle CNO pour le carbone, ensuite le N, c'est
L'azote. L'azote. Je sais, c'est pas intuitif. Et l'oxygène. Et donc quand notre soleil aura fait fusionner des éléments de plus en plus lourds, eh bien la chaleur va augmenter. Et donc ça taille aussi. Et donc on va finir rôti bien avant d'être avalé du coup. happé par le soleil. Ouais. Et ensuite, il y a de la même manière que les éruptions solaires, il va y avoir des jets de matière, ce qui fait qu'au final, ces couches externes vont partir, ce qui va créer ensuite une nébuleuse planétaire. Donc les nébuleuses planétaires, c'est ce que vous voyez assez récemment, c'est les belles images comme nébuleuse de la Lyre, l'œil de chat, les pieds de la création, tout ça, c'est ces belles couleurs un peu artistiques finalement, parce que ça ressemble pas vraiment à ça si on l'avait demandé. Non, les nuages de gaz. Ouais. Mais oui, voilà, du coup, c'est le destin du soleil qui va ensuite devenir à défaut d'être une naine jaune, il redeviendra une naine, mais blanche cette fois. C'est ça. Voilà. Qui sera une espèce de soleil mort jusqu'à devenir un corps froid et inerte. C'est ça, jusqu'à devenir une naine brune. En attendant la fin de l'univers. Ouais, et se refroidir. Ouais. Très triste. Pareil, on parle d'échelle de temps assez démesurée là. Mais ouais, le soleil, on aura tout le temps d'en reparler plus tard, surtout à la fin de cette série. Parce qu'il y a plein de choses dont on va parler d'abord. Dans les planètes du système solaire, notre système solaire est extrêmement riche. Parce qu'on a plusieurs types de planètes, notamment donc on a les planètes telluriques et les planètes gazeuses. Oui. Dans les planètes gazeuses, on peut citer Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. Dans les planètes telluriques, on a Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre les deux? Et puis aussi, on sait que les planètes gazeuses sont souvent très massives. En tout cas, c'est des très grosses planètes et elles ont une force gravitationnelle assez importante. Elles sont toutes issues de la stélogénèse. C'est le processus de formation d'une étoile. Et donc dans cette étoile, il y a le cœur en fait du disque, du protodisque de l'étoile. Et donc tu as le disque d'accrétion autour qui va former des planètes telluriques. Vous pouvez imaginer ça comme le soleil au milieu avec un disque de matière autour, hein, quand on parle de disque d'accrétion. Ouais, c'est ça. Peut-être pas forcément parler à tout le monde. Des gaz et de la poussière. Qui ensuite menait aux différentes planètes. Et donc, suivant la composition des gaz, suivant l'attraction gravitationnelle, tu as des planètes de plus ou moins forte masse et des planètes telluriques et des planètes gazeuses. Il y a une ceinture astéroïde qui sépare les planètes telluriques et les géantes de gaz. D'ailleurs, on se rapproche de plus en plus. On arrive à une planète qui a su accueillir la vie, une vie intelligente qui est recouverte. Relativement. Et donc la Terre qui a 4 milliards d'années, qui est un peu plus jeune que le Soleil. Évidemment, le Soleil existait déjà avant, mais elle est assez vite arrivée finalement. Et il y a plein du coup d'événements, donc que ça soit sa composition à la base, tous les éléments qui sont arrivés au fur et à mesure. Le rôle qu'a joué ces planètes voisines, ça je parlais de ça tout à l'heure quand je parlais de Jupiter. Jupiter va être très très grosse, donc tous les astéroïdes qui vont être attirés par Jupiter, elle qui est beaucoup plus massive, beaucoup plus grosse, et ce qui va justement empêcher, et ce qui va limiter mais énormément le fait que des astéroïdes rentrent en collision avec la Terre. Voilà, ce qui s'est passé avec les dinosaures, finalement, ça reste extrêmement rare. Oui, je crois que le plus dangereux, c'était pas. C'était un astéroïde qu'ils avaient nommé Apophis. Oui, alors Apophis qui est vraiment énorme et qui va passer pas loin de la Terre et qui, a priori, ne la heurtera pas. Ouais, à chaque fois, ils disent. Cet astéroïde va frôler la Terre. Ouais, c'est ça. Mais Apophis, le nom fait un peu flipper. Il me semble que c'est pas le dieu de la guerre égyptien ou un truc comme ça. Ou alors je confonds avec Stargate SG1. Apophis, je sais que c'est égyptien, mais je sais pas si c'est égyptien. J'ai regardé Apophis, ce que c'est. C'est pas le dieu de la mort? Peut-être un dieu de la mort. Ouais, mais Anubis, c'est pas le dieu du passage de la vie vers la mort? C'est un hippopotame. Apophis, c'est représenté. Ah oui, c'est un serpent. Apophis est représenté comme un grand serpent, le plus souvent avec une taille gigantesque et surnaturelle. Dans la plupart des représentations, il est soumis, battu ou tué. Voilà, c'est un Goa'uld. Ouais. Oui, bon, en tous les cas, c'est égyptien. Bon, c'est un serpent. Bref, oui, donc histoire de bien faire flipper. Hein, je pense qu'ils ont leur sens de l'humour, les. Ouais. Donc la Terre. Mieux que tu sais. XR251. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est plus séduisant. Ou en tout cas, on s'en rappelle plus. Il y en a même de temps en temps maintenant qui nomment des planètes par rapport à la pop culture. Ouais. Alors, on sait qu'il y a Tatooine, je crois, maintenant. Oui, il y a Tatooine. Ouais. Star Wars qui revient une 3e fois ce soir. C'est vrai.
Stéphane, non En parlant de ça, oui, comme toi, hein, vraiment. Restons sur la Terre. Il y a 4 milliards d'années, il y a une planète, il y a 4 milliards d'années, qui est arrivée et qui a heurté la Terre, qui s'appelait Theia, ce qui a créé une rotation. Oui. Une partie des débris s'est agglomérée sur la Terre, et une autre qui est devenue la Lune. Oui. Et donc, la Lune, à l'époque, était beaucoup plus proche de la Terre. Et en fait, la Lune tourne autour de la Terre et s'éloigne de plus en plus. Parce que c'est aussi une grande chance pour nous, pour l'apparition de la vie. D'avoir un satellite de cette taille-là à telle distance. C'est ça. Ouais. C'est un amas de coïncidences, quoi. Enfin, pas de coïncidence, parce que rien. Enfin, Oula. est-ce que tout est une coïncidence? Est-ce que rien n'est une Je ne sais coïncidence? On va pas rentrer un philo, mais excuse-moi, je te coupe la parole. Non, bah j'ai. Tout pour dire des conneries, en plus. T'écoutais religieusement. Ouais, justement. Ouais. T'as changé de sujet, du coup. Vas-y. Non, on va pas parler de religion, du coup. Ça sera un peu Bienvenue les contre-productif. dimanches à 11h. Ouais. Ouais. Et ouais. Le podcast après la messe. Oui, t'as raison. Bah, c'est du coup, tu me parlais de la Lune et des conditions. Bah oui, parce qu'en Avec plus, conditions. on parle du fait que par exemple Jupiter, mais alors qu'il y a des Et, milliers de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais par exemple oui. le fait que Jupiter soit de cette taille-là, aussi loin que ça, Et que en la Lune revenant- soit de ouais, cette taille-là, et c'est vrai qu'il y a eu cette collision il y a 4 milliards Ouais. d'années. En revenant ça- à la masse de Jupiter, à sa capacité d'attraction gravitationnelle, ça nous évite beaucoup de dégâts par des astéroïdes, mais c'est aussi quelque chose qui est important aussi, les astéroïdes, parce qu'ils apportent des éléments qui étaient peut-être pas présents. Comme la flotte, par exemple. Hein, Comme l'eau. on- Donc oui, c'est toutes ces petites coïncidences-là, ces protections stellaires, et puis c'est aussi ces possibilités d'événements qui peuvent se produire, comme la chute d'un astéroïde, qui peut mettre fin à 90% des espèces qui vivent sur Terre, ou alors apporter la vie sur une planète qui est désolée. Donc c'est vrai que c'est extrêmement intéressant à étudier et observer. Ensuite, les années sont passées, ça a créé les océans, les forêts, les déserts, C'est ça. Twitter. Twitter. En tout cas, c'est quand même de la folie quand on se rend compte, que toutes ces petites choses ont mené à ça, au fait qu'on en Ouais. parle aujourd'hui, C'est ça. au fait qu'on soit assez intelligent pour en parler. Je vais citer un documentaire, il était sorti au cinéma à l'époque, c'était Un jour sur Terre. D'ailleurs, l'affiche, c'est un ours qui flotte, qui est en train de se baigner, ours blanc, qui se baigne dans l'Arctique. Ok. Et ça venait de là, j'avais jamais entendu ça, et j'ai trouvé la formulation assez belle, mais assez banale finalement. C'est qu'on appelait la Terre, enfin ils appellent la Terre la planète miracle. Alors que généralement, les sondes de la Terre, ça va être la planète bleue. Je trouvais ça intéressant à dire. On commence à avoir fait un peu le tour de tout. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, mais j'étais très content de faire cet épisode avec toi, le premier. Le premier, ouais. Avant de conclure, je tenais à préciser qu'avant d'être une série podcast, Expansion est une web-série documentaire qui est disponible sur YouTube, qu'on avait fait il y a quelques années. Donc en fait, justement, on avait déjà bossé tous les deux. Et c'est un peu comme ça qu'on a été menés aujourd'hui à faire ce podcast-là. Donc évidemment, il n'y a pas besoin d'aller regarder cette web-série sur YouTube pour pouvoir écouter ce podcast. Cependant, évidemment, on vous invite beaucoup à aller la voir. On y a passé quand même 2 ans et demi, puis on était en études de ciné, sans moyens. On a mis du cœur. Ouais, on y a mis du cœur, et le résultat est vraiment pas dégueu. Je veux dire, je pense qu'on peut vraiment être fiers de nous là-dessus. Et donc, on vous invite à y aller. Et justement, en fait, c'est en 6 épisodes, comme ce que ce podcast va être. Et chaque épisode du podcast correspondra à chaque sujet au sujet des épisodes traités dans la web-série originelle. Sauf que là, dans la web-série originelle, c'est des épisodes de 3-4 minutes. Là, on a beaucoup plus de temps de se poser, de creuser un petit peu, peut-être même de revenir sur des choses qu'on avait dites à l'époque. Sur le processus créatif. Voilà, Ouais. processus créatif, de repréciser un peu certaines choses. Voilà, en tout cas, encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller le voir, mais on vous conseille évidemment. Si, allez le voir. C'est obligé en fait. Voilà, ouais. On a dû repenser le truc. Non, mais voilà, je voulais préciser ça, et d'autant plus qu'on a la possibilité de faire ce podcast. Donc je tiens à remercier Capta Vidéo et toutes les personnes qui nous ont aidés, tous les techniciens, toutes les personnes qui nous ont aidés. Je pense à Gabriel, je pense à Théo, je pense à Margot, je pense à Louis, et je pense surtout à Titouan qui s'est beaucoup investi, qui est assez intéressé par le projet et qui a un peu chapeauté la technique et tout. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Et puis la prochaine fois, on se retrouvera pour parler de Vénus, qui est la planète la plus chaude du système solaire, mais qui n'est pas pour autant la planète la plus proche du Soleil. Donc on aura le temps d'en reparler et de développer un peu dessus. En tout cas,
Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Expansion. Merci à toi, Kylian. Merci JV, ouais, c'était cool d'être là. Et on vous dit à la prochaine du coup pour l'épisode 2 qui sera tellurique embrasé. Ciao. Les températures de Vénus sont d'à peu près quasi 400, je crois. Il est impossible pour quelconque vie de s'y développer. Enfin, c'est peut-être un peu le bordel. Oui, c'est techniquement le bordel. La Terre pourrait devenir ce qu'est Vénus. Quand on parlait du réchauffement climatique, il y a quelques théories fumeuses. Il faut vraiment alerter les gens sur ce type de raisonnement. Les journées sont plus longues que les années. C'est tous les jours le nouvel an. Peut-être juste les Bretons qui iraient là-bas. Les Corses aussi un peu peut-être. Ouais, l'Alsace. De toute façon, dans ce pays, oui, voilà. tout le monde est cool.